Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. C'est un honneur d'être ici pour vous parler des jumeaux numériques pour l'optimisation, pour être plus précis, des procédés de fabrication des batteries, et notamment les technologies batteries lithium-ion. Alors, juste pour mettre un petit peu dans les contextes de ma présentation, donc, je suis professeur à l'Université Picardie-Jules Verne. Je travaille dans un laboratoire qu'on connaît avec le nom du Hub de l'énergie, qui est le quartier général des réseaux de stockage électrochimique de l'énergie, R2E. Et nous sommes localisés dans la ville d'Amiens, qui est dans les Hauts-de-France, et comme vous probablement savez, donc c'est ce qu'on commence à connaître de plus en plus comme la vallée et la batterie, parce que les 4 gigafactories qui s'installent donc en France, ils sont localisés donc dans les Hauts-de-France. Et nous sommes environ 140 personnes, du coup, pour travailler dans ce domaine de la batterie. Donc, c'est vraiment un contexte très, très favorable pour travailler sur ces sujets et pour travailler notamment aussi sur le sujet de la fabrication des batteries, qui est en fait un procédé très complexe parce qu'il implique de nombreuses étapes, de nombreux paramètres. Et de ce fait, lorsqu'on cherche à optimiser les batteries, par exemple, en ce qui concerne la densité d'énergie que la batterie peut stocker, ça veut dire la quantité d'énergie que la batterie peut stocker par unité de poids et de volume, ou la durée de vie, ou le temps de recharge, on va jouer sur tous ces paramètres de fabrication. Et en les faisant par essai-erreur, on va avoir des taux de rebond très significatifs qui vont être compris entre 5% en production et 30% en prototypage. Lorsqu'on cherche à escaler donc une technologie batterie, l'échelle laboratoire, à l'usine en fait, à l'usine. Et c'est pour ce faire, pour chercher à réduire ce taux de rebond que le concept de jumeaux numériques a commencé à pousser au sein de notamment l'Europe et dans les 3-4 dernières années. Et donc l'idée ici, c'est avoir donc les machines qui fabriquent des électrodes, qui est les composantes qui est au cœur des batteries, et les cellules des batteries, qui sont en interaction directe en temps réel avec un jumeau numérique des procédés de fabrication. Donc l'idée ici, c'est avoir des capteurs qui vont par exemple mesurer la qualité des électrodes et des cellules de batterie qui sont produites, envoyer la data dans les jumeaux numériques pour les processer et faire de l'optimisation des procédés et donner des instructions via des actuateurs aux machines pour qu'ils puissent en fait améliorer la qualité de ces électrodes et des cellules en temps réel. Okay? Donc c'est un petit peu comme si les machines c'est un peu un robot et les jumeaux numériques c'est les cerveaux de robots en fait, en gros. Alors dans mon équipe de recherche, notamment dans le cadre de 2 projets RC dont j'ai été les PI, donc on a développé l'ensemble, en fait les cerveaux de ces jumeaux numériques, c'est un ensemble de modèles qui permettent de prédire l'influence des paramètres de fabrication sur les propriétés des électrodes et des cellules de batterie. C'est des modèles qui ont été pionniers dans la communauté des batteries. Et on a notamment donc développé 2 types de modèles, donc les modèles physiques qui vont décrire la physique qui a lieu dans chacune des étapes des procédés de fabrication, donnant lieu à la formation des architectures 3D des électrodes, qui sont en fait des composites des matériaux, chaque matériau ayant un rôle différent au sein de l'électrode, et des modèles donc, qui sont basés notamment sur l'apprentissage automatique pour découvrir des corrélations entre les paramètres de fabrication et les propriétés des électrodes et des cellules des batteries qu'on souhaite optimiser. Alors, quelque chose de très sympathique donc, au cadre de notre laboratoire, c'est qu'on dispose d'une ligne pilote donc, qui mime la fabrication des batteries à l'industrie. Ça veut dire qu'on peut faire des manipulations des expériences à la demande de la simulation, à la demande du digital. Et ça, c'est fantastique en fait. Parce que voilà, on peut venir faire une expérience, par exemple, pour venir calibrer un modèle ou valider un modèle ou entraîner en fait un modèle si on parle de l'apprentissage automatique. Alors, un des livrables majeurs de mon équipe de recherche dans les cadres dans des projets RC, donc les projets artistiques, c'était une plateforme digitale capable de faire des inverse design, ça veut dire des design reverse des procédés de fabrication des batteries. Et donc, dans les slides, ces slides-là, je vous montre un petit peu les différentes composantes. Tout d'abord, ce qu'on fait, c'est qu'on collecte la donnée, donc à partir de notre ligne pilote de fabrication de batteries. On utilise ces données pour calibrer et valider des modèles physiques qui décrivent chacune des étapes de fabrication des électrodes et des cellules batteries. Ces modèles physiques ils sont interconnectés entre eux, donc c'est un workflow séquentiel, ça veut dire que l'output d'un modèle va comme input des modèles suivants. Et une fois qu'on a calibré et validé ces modèles,
on va construire des databases hybrides qui vont comprendre à la fois des données expérimentales dans lesquelles on va par exemple reporter la porosité ou l'épaisseur d'une électrode en fonction des taux de séchage de l'encre ou en fonction des taux de compression de l'électrode à la phase de calendrage. Et ça va être constitué également par des données issues des simulateurs physiques. Okay? Donc du coup, on va pouvoir faire ça pour différents matériaux. Donc différents matériaux actifs, c'est un élément essentiel au sein des électrodes de ces batteries. Et puis, on va appliquer l'IA, donc un ensemble de méthodes d'apprentissage automatique pour dériver de ce qu'on appelle en anglais des surrogate models, en fait, des modèles réduits, ou des modèles de substitution plutôt. Et donc, ces modèles de substitution vont ressembler un peu à des équations un peu numériques liant donc en X les paramètres de fabrication. Donc, encore une fois, la formulation que vous avez au niveau de l'encre, les taux de séchage, les taux de compression de l'électrode, donc dans la phase de calendrage qui est importante pour améliorer la conductivité électrique de l'électrode, et ainsi de suite. Et l'avantage de ces modèles de substitution, c'est bien sûr les coûts computationnels. Donc, vous pouvez en fait faire des prédictions dans une fraction de seconde pour un espace à une centaine de paramètres d'entrée et une cinquantaine de paramètres de sortie. Et puis, donc, une fois que vous avez ces modèles de substitution, vous allez les intégrer dans un optimiseur bayésien pour prédire quelles sont les valeurs des paramètres de fabrication qu'il faut adopter dans chacune des étapes des procédés pour maximiser ou minimiser différentes propriétés des électrodes et des cellules. Okay? Alors ça, c'est un input en fait des propriétés qu'on souhaite optimiser. C'est un input par exemple, les fabricants de la voiture électrique, okay? Qui va vous dire quelle densité d'énergie, quelle puissance, quelle vitesse de recharge, quelle durabilité ils souhaitent. Okay? Donc avec cet outil, donc, pour la première fois, on a pu démontrer donc, à la communauté qu'il est possible de prédire toutes les recettes de cuisine possibles pour arriver donc, au target souhaité au niveau de l'application. Alors par la suite, je vous montre dans quelques slides les différentes briques. Donc, par rapport à la modélisation physique, donc, je ne vais pas rentrer forcément dans les détails de la signification des différentes chimies, simplement mentionner un petit peu les grands nombres de techniques. On utilise par exemple la Coarse-Grained Particle Dynamics, qui est une espèce de dynamique moléculaire à l'échelle mésoscopique pour décrire les encres des électrodes. Donc, c'est des modèles physiques qui vont décrire l'interaction entre les différentes particules qui sont en suspension dans les solvants qui nous servent à préparer l'encre. Et puis, donc, on valide, on calibre ces modèles et on les valide avec des observables. Donc, le premier message ici, c'est que quand on développe un modèle physique d'un système complexe comme ça, il faut tout d'abord définir quels sont les observables qu'on utilise pour calibrer et valider les modèles. Dans ce cas, c'est la densité de l'encre et la viscosité de l'encre par rapport à différents shear rates, que c'est en fait un paramètre sur lequel on peut jouer lorsqu'on va coter l'encre au niveau des collecteurs de courant avant de passer dans les fours et former l'électrode. Ensuite, donc, on a un simulateur avec la même technique de simulation qui va simuler le séchage de l'encre et qui va vous prédire les structures des architectures d'électrodes en 3D. Vous allez voir où se trouvent les différents matériaux constituant des électrodes, okay? Que vous pouvez ensuite valider en termes de certains nombres d'observables, par exemple la porosité de l'électrode, l'épaisseur ou la distribution spatiale des différents matériaux au sein des volumes qui peut être comparé directement avec des images, par exemple, tomographiques. Ensuite, on prend l'output de ces simulateurs de séchage pour alimenter un modèle de calendrage. Donc, ça, c'est une étape, comme je disais avant, cruciale parce que ça nous sert à améliorer les contacts électriques entre les particules. Une batterie, en fait, manipule des électrons. Et donc là, c'est un modèle qui fait la compression. On fait donc discrete element method en prenant en compte les interactions mécaniques entre les différentes particules. Et encore une fois, donc, on définit un certain nombre d'observables expérimentaux pour calibrer et valider les modèles en question, notamment des observables liés aux propriétés mécaniques de ces électrodes. Une fois qu'on fait la simulation de calendrage en 3D, tout le workflow est en 3D, on va simuler une autre étape qu'on appelle le remplissage par l'électrolyte donc des électrodes et des cellules. Donc là, on utilise la méthode de Lattice-Boltzmann. Donc ça, c'est une étape aussi cruciale parce qu'il va déterminer finalement la performance que votre batterie va avoir à fin de compte. Donc entre les deux électrodes qui sont poreuses, il y a donc un séparateur et il y a de la porosité partout. Il faut que, idéalement, toute la porosité soit occupée par l'électrolyte liquide. En pratique, ça n'arrive jamais. Okay? Et c'est vraiment un des points limitants dans les fabricants de batteries, en fait, l'optimisation de cette étape de procédé. Et une fois qu'on a obtenu donc, notre représentation virtuelle des électrodes et des cellules remplies par l'électrolyte, on va venir faire la simulation de la performance. On va simuler en 3 dimensions comment ces électrodes et comment ces cellules vont se comporter lorsque vont alimenter, par exemple, un moteur électrique d'une voiture.
Pour ce qui est l'IA, donc pour déduire les modèles de substitution, donc là on a beaucoup travaillé sur différentes bases de données. Donc il faut savoir qu'on a presque 8 ans de collection de données dans notre ligne pilote. Donc en fait on a fait beaucoup de machine learning sur différents types de bases de données issues de notre ligne pilote. Par exemple, on a regardé l'influence des temps de séchage, la température de séchage, la pression de calendrage, sur l'homogénéité des électrodes, sur leur porosité, sur leur tortuosité, conductivité électrique, tout un état de propriétés qui sont intéressants, optimisés pour améliorer la performance des batteries qu'on utilise notamment dans les véhicules électriques. Mais ça, on l'a fait pour des données expérimentales. Alors, ce qu'on fait aussi, comme je l'ai dit avant quand je présentais les livrables majeurs, donc le projet artistique, c'est on utilise aussi les machine learning sur des bases de données générées par les modèles physiques. Et là, je vous montre donc en 2 slides, 2 exemples de modèles de substitution, et tout à fait novateurs, en tout cas pour le domaine des batteries. Là, vous avez un qui est basé sur les CNN, donc c'est un modèle de deep learning, qui mime les comportements des modèles d'IEM, qui est un modèle physique, pour simuler en fait des calendrages des électrodes. Et ce qui est intéressant, c'est que ce modèle permet de reproduire aussi un phénomène qu'on appelle le spring back. Lorsqu'on compresse un électrode, donc il y a une petite elastic recovery de l'électrode. Et ça, c'est lié par le fait qu'au sein d'une électrode, on a aussi un binder, on a aussi un polymère qui fournit une propriété élastique en fait à l'électrode. Okay? Et ça, c'est également une étape de procédé qui est très difficile à optimiser par les industriels, par les fabricants de batteries. Et là, en fait, ce que vous avez, donc, c'est un modèle qui peut simuler ce procédé qui est très complexe dans une fraction de seconde, encore une fois. Si on a, bien sûr, ça c'est possible, si on a une base de données suffisamment significative pour entraîner proprement les modèles. Et oui, on l'a parce qu'on est en train de calculer depuis déjà plusieurs années ce type de système. Et puis, un deuxième exemple, c'est la simulation de la performance, ça veut dire le comportement de ces électrodes lorsqu'ils vont alimenter, encore une fois, par exemple, un moteur électrique de voiture. Donc, ce qu'on constate, c'est que ces électrodes ils vont se lithier ou délithier de manière très hétérogène. La hétérogénéité va dépendre de la répartition de ces différents matériaux dans les volumes de l'électrode, et cette répartition va dépendre des paramètres de fabrication. Et cette hétérogénéité de lithiation va déterminer la vitesse de recharge de votre batterie, par exemple. Okay? Ou ça va limiter la durabilité de votre batterie. Donc, c'est très important de la simuler. Si on fait une simulation par élément fini, donc ça va vous prendre plusieurs heures pour simuler les comportements en lithiation d'une électrode, donc en 3D, avec une architecture issue de notre simulateur de fabrication. Et là, ce qu'on a fait, c'est entraîner, encore une fois, un modèle Deep Learning qui est capable de reproduire en 3 dimensions, dans une fraction de seconde, donc les comportements de ces électrodes en 3D, tout en prédisant donc les comportements des signaux électrochimiques, c'est des signaux qu'on aime caractériser à l'échelle laboratoire pour dire si l'électrode est bon ou pas. Et une fois que votre modèle Deep Learning est entraîné, vous pouvez le faire ingérer une nouvelle géométrie issue d'un nouvel procédé de fabrication simulé et du coup, lui demander de prédire quel va être le comportement. Une fois que vous avez donc du coup tous ces ensembles de modèles donc au physique à haute fidélité, des modèles de substitution basés sur le deep learning, basés sur la data expérimentale, data issue de modèles physiques ou data hybride, vous pouvez faire ensuite de l'optimisation, de la optimisation multi-objectif. Alors quelque chose qu'on a démontré pour la première fois dans le domaine des batteries, c'est ça là, donc une optimisation donc inverse des procédés de fabrication. Donc là on va de les slurries, les dry-in, les calendrages. On a en fait fait un modèle de substitution par machine learning. On utilise la méthode CISO avec un bon niveau de prédiction par rapport à ces 4 propriétés que vous voyez dans les tableaux qui sont très importants, encore une fois, optimisés pour, par exemple, améliorer les temps de recharge de la batterie. Et puis, donc, en mettant ces modèles de substitution dans la boucle d'optimisation bayésienne, vous pouvez en fait prédire quelles sont les valeurs des paramètres adoptés tout au long de la chaîne de fabrication pour arriver à la fois à maximiser la conductivité, la densité, la surface active et à la fois minimiser la tortuosité de l'électrode. Okay? Et là, je vous parle par exemple de la formulation de l'encre. Okay? C'est la première colonne que vous voyez dans le tableau à haut. Les solid content au niveau de l'encre et la pression ou le taux de compression de l'électrode en phase de calendrage. Et lorsque vous mettez ces paramètres de fabrication dans les simulateurs physiques, vous allez en fait découvrir que les propriétés de l'électrode prédites par les modèles physiques correspond bien avec un taux de précision environ 97% à la prédiction faite par la combinaison séquentielle des modèles de substitution et la boucle d'optimisation bayésienne. Et donc, c'est des choses qu'on a aussi pu valider expérimentalement grâce à notre ligne pilote.
Et ensuite, vous pouvez étendre donc ce travail pour prendre en compte aussi les descripteurs qui vous intéressent à vous, en fait, dans les jours, jour au jour, comme par exemple la quantité d'énergie que la batterie peut avoir au sein de votre poche pour alimenter votre téléphone portable, ou la puissance qui est encore une fois liée au temps de recharge. Donc avec cet outil-là, vous pouvez en fait donner les souhaits en termes de densité d'énergie et densité de puissance. Vous pouvez prédire quels sont les paramètres de fabrication adoptés ou l'ensemble des recettes possibles pour arriver à ces buts définis par l'application. Enfin, donc avant de rentrer un petit peu sur une conclusion, je vais en fait partager avec vous quels sont les challenges finalement dans ce qui est les jumeaux numériques pour les procès de fabrication. Moi, je dirais que ce qui concerne la partie digitale, on a déjà pas mal avancé en fait. On a vraiment développé pas mal d'outils qui sont capables de prédire les comportements donc la formation des électrodes et des cellules en fonction des paramètres de fabrication. Ça, c'est quelque chose qui n'existait pas auparavant. Maintenant, vous allez voir en fait dans la communauté, il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent en fait dans ce domaine de la simulation des procédés de fabrication. Mais il reste encore des challenges que moi, je les situe plutôt au niveau des hardware. Par exemple, des capteurs qui soient capables de collecter la data en temps réel, okay? Notamment pour caractériser les hétérogénéités des électrodes qui sont produites ou les encres qui sont castées au niveau des collecteurs de courant avant de rentrer dans les fours, et après l'hétérogénéité de l'électrode qui sort des fours. Et idéalement, donc, ça serait vraiment très bien avoir des outils qui permettent de regarder ce qu'il y a à l'intérieur des électrodes. Parce que là, ce qu'on a, c'est des modèles qui sont 3D. Et ils sont 3D parce que c'est très important de décrire les interfaces entre les matériaux. C'est les interfaces qui déterminent le temps de recharge de vos batteries ou la durabilité de votre batterie. C'est pour ça que c'est ultra important de les prédire en fait. Et les actuateurs, bien sûr, pour agir dans les machines. Mais dans tout ça, il faudrait bien sûr garder les human in the loop. C'est crucial, l'expertise de l'humain pour déterminer sur la réalité des prédictions qui sont faites par ces outils numériques. Là, la collection des données, on les fait actuellement de manière hybride. Donc, il y a des données qui sont collectées manuellement. On fait de la caractérisation tomographique dans les grands synchrotrons. Donc, on ne peut pas coupler ça avec une ligne pilote de fabrication de batteries en temps réel. Pour conclure, donc, je voudrais évoquer un point qui, il me semble, ça n'avait pas été abordé encore au sein de ces colloques, c'est le côté éducationnel, education, comme on dit en anglais. Dans le domaine des batteries, c'est essentiel, éduquer des personnes sachant ce qu'est une batterie, sachant comment on fabrique une batterie. On estime qu'en Europe, pour l'année 2025, on aura besoin de 800 000 personnes nouvelles travaillant dans le domaine des batteries, dans toute la chaîne de valeur, de la poudre jusqu'à la puissance, c'est-à-dire jusqu'à la batterie fonctionnelle. Et de ces faits, donc, pour chercher en fait à appuyer donc, ces besoins en formation, donc, on utilise aussi des jumeaux numériques pour former les gens au principe opératoire des batteries et aussi à leur fabrication. Et notamment, donc, on se base sur la réalité virtuelle et la réalité mixte. Et donc, je vais vous montrer un slide, ce que vous voyez ici à droite. Donc, c'est par exemple un jumeau numérique en réalité virtuelle qui reproduit les différentes machines et les différents paramètres qu'on dispose dans notre ligne pilote Amiens. Et donc, le but de cet outil, c'est de familiariser les étudiants, mais aussi les gens en général, comment on fabrique les électrodes, quels sont les paramètres à prendre en compte, quelles sont les interdépendances entre les paramètres et comment ces interdépendances influencent les propriétés pratiques des batteries. Donc, c'est présenté un peu comme un jeu sérieux, en fait. Et puis, donc, vous avez ici donc, un outil donc, au digital qu'on a développé en réalité mixte, que vous pouvez en fait utiliser en portant des lunettes HoloLens, qui en fait projette directement dans la salle de prototypage les résultats des calculs des simulateurs artistiques. Donc là, ce que vous avez, c'est un exemple d'électrode holographique, une représentation holographique d'une électrode des batteries lithium-ion. En rouge, vous voyez la matière active. En blanc, vous voyez les carbones additifs, les polymères binders. Et donc, avec cet outil, les gens ils peuvent lancer des calculs directement dans la place d'expérimentation pour chercher en fait à rompre ces barrières entre le digital et le réel. Et ce que vous voyez à gauche, c'est un outil, en fait, pas mal de ces modèles, ils ont été portés sur le portail computationnel des projets artistiques. Si ça vous intéresse, vous pouvez en fait vous connecter. Donc, ça a été designé de façon à que ces outils deviennent accessibles pour la grande communauté de batteries, pas uniquement les simulateurs, mais surtout les expérimentateurs, les ingénieurs. Et aujourd'hui, ils sont en libre accès, donc ils permettent de générer des données et aussi télécharger des données déjà disponibles. On a à peu près 1100 utilisateurs, donc la moitié de l'industrie.